Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Aujourd'hui, nouvel entretien du WFC. Nous sommes au domaine de Luchin, le centre d'entraînement du LOS, pour rencontrer l'une des stars de la Ligue 1. C'est Jonathan David. Et oui, l'un des meilleurs buteurs de notre championnat, qui s'est confié pendant quasiment une heure. Il revient sur son parcours, son amour pour le football, le Canada, la Coupe du Monde, le LOS. Bref, une heure, c'est exceptionnel. Je vous laisse savourer. Merci beaucoup Jonathan David d'être avec nous au micro du WFC. Pour le moment, tu es le meilleur buteur de Ligue 1. Oh, pour l'instant, ça se passe bien. Je suis content. On va essayer de rester là, mais ça va Après, être difficile. le joueur qui est en concurrence avec toi, c'est pas le meilleur joueur du championnat. C'est un petit joueur, donc ça devrait le faire, non? C'est ça qu'on dit, mais ça va être compliqué. Comment tu as, entre guillemets, découvert le football? Comment tu as construit ton éducation au foot? Parce que c'est vrai que tu as beaucoup bougé. Est-ce que ça venait plutôt de ton papa? Voilà, comment tu es arrivé au football? Pour moi, c'est plus à travers mon père. Mhm. Parce que quand j'étais jeune en Haïti, tout le monde adorait le football. On regardait le football à la télé, on jouait dans la rue avec les potes. Alors ça s'est développé comme ça. Et après, il y avait mon père aussi qui jouait, alors je le regardais. J'allais jouer avec mes amis, alors c'est venu naturellement. Il avait un bon niveau, le papa? Ouais, il était fort. Mes souvenirs de l'Haïti sont pas, Très je me clair. rappelle pas trop, mais on a aussi joué quand on est venu au Canada. Mais je pouvais voir que c'était un attaquant comme moi, alors je pouvais voir qu'il avait les qualités, il marquait beaucoup de buts. Ah, tu faisais la doublette avec le papa. Ouais. Tu as des idoles particulières, dis j'aimerais bien ressembler à lui, j'aimerais pas ressembler à tel joueur. Est-ce que tu t'es fabriqué des idoles comme ça? Pour moi, quand j'étais jeune, c'était Ronaldinho. Parce que c'était un joueur qui pouvait tout faire sur le terrain. Mais après, c'est pas trop le même poste. Ah non. Alors, c'était un peu difficile. J'aime beaucoup prendre l'exemple sur les joueurs comme Thierry Henry, Samuel Eto'o, Didier Drogba. T'as regardé beaucoup de vidéos d'eux pour essayer de t'inspirer de leurs gestes, de leur... Ouais, bien sûr. J'étais un grand fan du Barça quand j'étais jeune. À quel moment tu t'es rendu compte que tu avais du talent, forcément, pour ce qu'on va appeler le soccer? Forcément, on va pas appeler ça le football, on va appeler ça le soccer, mais à quel moment tu as commencé déjà à jouer concrètement en club, etc., que tu t'es rendu compte que tu avais beaucoup de talent dans les pieds? À 11 ans, j'ai fait ma première équipe. Et après, t'es jeune, alors tu réalises pas trop, mais on avait une assez bonne équipe avec des joueurs aussi talentueux que moi. Mais c'est par après, quand j'ai commencé à me faire repérer par l'équipe nationale des moins de 17 ans, c'est là que j'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose avec ça. Peut-être que je peux devenir pro et j'aurai peut-être la chance. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé. Pas avant. Non, pas avant. Avant, c'était toujours une volonté, quelque chose que je voulais réaliser, mais concrètement que je savais que j'aurais vraiment l'opportunité, c'est à ce moment-là. Quand j'ai commencé à 11 ans, c'était hors de l'école, parce que le sportif, c'était avec l'école. Et après, j'ai fait de 11 ans jusqu'à mes 18 ans, avant que je vienne en Europe, avec le même coach. Alors, j'avais le même coach pendant, je sais pas, c'est 8 ans, c'est 7 ans, 8 ans. Et après, il m'a beaucoup aidé parce que c'est un coach qui voulait développer des joueurs pour aller en Europe, pour devenir pro. Et on avait beaucoup de bons joueurs dans mon équipe à cette époque-là. Et après, le sport-études, c'était au secondaire. Après, c'était un programme pour aider les jeunes qui voulaient jouer beaucoup plus au foot parce qu'en hiver, c'est très difficile. Avec toute la neige, tu peux seulement jouer en dôme ou au gymnase. Et après, il faut réserver des places parce qu'il y a tout le monde aussi qui veut être là pour différents sports des fois. Et alors, tu es très limité avec le temps. Des fois, c'était 2 sessions de 1 heure. Alors, c'était très difficile de s'entraîner des fois. Et c'est pour ça que le sport-études m'a quand même aidé parce que à l'école, c'était une journée, c'était foot sur le terrain. Et l'autre journée, c'était musculation en salle. Donc l'accès au foot, si je comprends bien, jusqu'à assez tard, mine de rien, dans ton enfance, est assez compliqué où tu es. Ouais, bien sûr, parce que en été, c'est beaucoup plus facile parce qu'en été, il y a des terrains partout. Mais en hiver, c'est là que c'est vraiment plus compliqué parce que t'as pas trop d'endroits où tu peux t'entraîner. Des fois, on allait en plein hiver quand il neigeait pas sur une patinoire
juste pour trouver un peu d'espace pour s'entraîner des fois. Ah ouais, jouer au Alors foot ouais, sur une patinoire, ça doit être... ouais, bah, il n'y avait pas la glace. Ah, ça, C'était une patinoire, mais comme il neigeait pas, il n'y avait ça pas va la alors. glace. Ça va, ça Mais va. ouais, des fois, c'était compliqué. Mais franchement, pour penser à ça, on prenait plaisir dans le moment. Tu parlais d'un coach tout à l'heure qui avait cette... parce que j'ai regardé quelques interviews de ta part, qui t'a fixé cet objectif de l'Europe, j'ai l'impression, assez rapidement. Mhm. Ce coach, c'est Annie El Maghrabi, c'est Oui, ça? c'est ça. Est-ce que c'est aujourd'hui la personne la plus importante pour toi dans ta jeune carrière de footballeur au final? Tout à fait, ouais, parce que quand j'étais un peu plus jeune, j'ai été tenté. On m'a aussi sollicité pour aller dans des clubs en MLS. Et alors, au moment même, c'était pas très facile de refuser. Surtout parce que je suis jeune, c'est ce que je connais, c'est ce qui est plus proche de moi et je sais que ça va m'amener dans un environnement professionnel où je n'étais pas quand j'étais à Ottawa. Mais il m'a toujours remis les idées au bon endroit. Il m'a dit, rappelle-toi ce qu'on avait dit du début. Le but, c'était d'aller en Europe et on va y arriver. J'y ai cru et aujourd'hui, je suis ici. Et au-delà du discours, en tant que footballeur pur, qu'est-ce qui t'a apporté ce monsieur? Ah, c'était plus un jeu complet, Ok. pas juste un jeu d'attaquant. Parce que malgré que je suis un neuf, quand je jouais avec lui, je jouais numéro 10. Des fois, je jouais en 6. Alors, c'était dans des postes où tu as beaucoup plus de pression, dans des espaces un peu plus restreints. Alors, il faut trouver des solutions rapidement et il faut être assez bon aussi techniquement. Mais on travaille aussi beaucoup la technique, protection de balle, beaucoup de trucs techniques pour développer le jeu du joueur. Pas spécialement mettre l'équipe en valeur, c'était plus progresser pour que le joueur devienne meilleur. Et après, chaque joueur individuellement devenait meilleur et au final, ça rendait l'équipe meilleure. C'est dur de se faire opérer à ton époque au Canada, peut-être en dehors des grosses académies. J'ai regardé, il y a 3 grosses académies, je crois, de Mhm. football au Canada. Est-ce qu'il faut vraiment être vraiment au-dessus du lot pour se faire opérer en dehors de ces académies, comme toi tu as pu le faire? Ouais, franchement, j'irais, à mon époque, c'était quasiment impossible de faire repérer parce que j'en ai connu des très bons joueurs. Et quand tu passes un certain âge, on va dire, tu commences à avoir 16 ans, 17 ans. Mhm. Là Là, où certains en Europe sont déjà pros. ouais, exactement. Là, je pense que c'est à cet âge-là que les académies, ils te regardent presque plus. Ah Alors, ouais. c'est un peu quand tu es un peu plus jeune, 14, 15 ans, même plus jeune que ça, qu'on commence vraiment à te regarder, qu'on veut t'amener pour te développer dans leur académie, pour que tu progresses et un jour tu arrives en première équipe. Mais après, si tu n'arrives pas, après, c'est très, très compliqué. Et c'est ce coach qui du coup te permet d'avoir des essais en Allemagne, c'est ça? Ouais, en premier, c'était en Autriche, Mhm. puis après en Allemagne. Puis après en Allemagne. Ouais. Finalement, c'est pas concluant. Et tu arrives en Belgique, à quelques kilomètres d'ici, à Gand, cette période-là Mhm. de transition Canada-Europe, comment tu l'as géré? Ah, c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué parce que j'étais Ouais, encore il à faisait froid l'école. dans les deux endroits, Ouais, il faisait moins froid en Europe, c'est sûr. c'est sûr. Mais après, c'était très compliqué. J'étais encore à l'école. C'était ma dernière année du secondaire et c'était difficile parce que j'étais pas beaucoup à l'école. Mhm. Et malgré que j'étais ici avec le décalage horaire qui était nouveau pour moi, et je devais faire mes devoirs et des trucs comme ça, et je pouvais rien faire. Quand j'étais ici, après les entraînements, je faisais que dormir. Après, c'était compliqué pour moi, mais c'était des expériences. Les deux premiers que j'ai eus en Autriche et en Allemagne, c'était des expériences. J'ai appris à connaître le football européen, qui était différent de celui du Canada. Et je pense au troisième essai, je me suis un peu plus adapté et je me suis révélé un peu plus. Tu as su pourquoi ces essais en Allemagne et en Autriche ont pas abouti? On t'a expliqué pourquoi? Moi, en Autriche, je suis resté 2 semaines. J'étais pas seul, c'était moi avec un autre joueur de mon équipe qu'on était allé. D'accord. Et après, personnellement, pour moi, je sais que c'était pas le meilleur essai que j'avais fait. Mais après, le dernier jour, le coach nous a dit de très bonnes choses. Mais je pense que ce qui a vraiment fait la décision, c'est qu'on n'avait pas le passeport européen. Et j'avais seulement 16 ans à l'époque.
Alors, pour qu'ils veulent me signer, il faut attendre que j'ai 18 ans. Et après, est-ce qu'ils peuvent contrôler ma marge de progression pendant 2 ans? Sans match? Ouais, sans match, c'est ça qui est très difficile. Ok. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est de faire des allers-retours quand je suis encore à l'école? C'est très difficile. Alors, c'est pour ça que je crois qu'en Autriche, ça n'a pas fonctionné. En Allemagne, je pense que j'ai fait un très bon essai. Pour moi, c'était quasiment sûr qu'on allait me prendre. Mais après, c'était un peu bizarre parce qu'on disait ouais, que j'étais juste là pour m'entraîner, que c'était pas vraiment un essai. Alors, je pense que Oui. les deux parties n'étaient pas en accord dans ce qu'on faisait et voilà. Et tu l'as dit tout à l'heure, donc à Gand, ça arrive sur tes 16 ans. Mhm. Et pendant 2 ans, tu peux pas jouer. Ouais. Deux Ah, matchs. ouais. 2 ans d'entraînement. Ouais, plutôt un an, parce Un an? que ouais, la première fois que je suis arrivé à Gand en essai, c'était, je crois, en novembre Ok. 2016, et je suis revenu en mars 2017, et c'est à ce moment-là qu'on peut dire j'avais un pré-contrat, D'accord. qu'à mes distances j'allais signer, Ok. mais après rien n'est sûr, parce que avant que tu signes, Peut se passer plein de choses. exactement. Non, non. Et après, en mars, je suis revenu au Canada, j'ai fini mon année scolaire, et c'est en juin que je suis parti à Gand faire la pré-saison avec la deuxième équipe. J'ai fait, je sais pas, juin, juillet, août. Je suis revenu en septembre au Canada, Mhm. juste histoire, parce que j'allais être là très longtemps, alors ce serait bien pour moi de revenir et voir ma famille, mes amis. Je suis resté au Canada un mois, et puis je suis revenu en octobre à Gand, et j'ai fait octobre-décembre. Et pour les fêtes de Noël, je suis rentré au Canada, et Ok. quand je suis revenu, j'ai signé en Comment on janvier. se, comment on se crée en tant que joueur de foot dans ces moments-là? Parce que rien, j'ai pas été joueur professionnel, hein, Mhm. malheureusement pour moi. Enfin, les ligaments croisés, hein, tu connais. Mais rien ne remplace le match. Ouais. Donc, est-ce que c'était pour se créer en tant que joueur? Parce qu'au début, on se cherche, on sait pas trop. Parce Mhm. qu'en plus, tu as changé beaucoup de profils, même en étant professionnel. Euh, c'est quoi? C'est aux entraînements? C'est avec du rab aux entraînements? Comment tu te construis pour ne pas quitter cet objectif et pour montrer que tu peux, même dans un an, assumer en équipe pro? Ouais, parce que pour moi, c'était mon rêve. Mhm. Et quand j'étais arrivé à Gand, pour moi, c'était le début de mon rêve. Et pour moi, c'était de tout faire. Parce que j'avais juste 1 an et demi de contrat pour les prouver que j'étais assez bon pour aller en première équipe. Alors, j'avais peu de temps et je savais que je devais travailler, beaucoup travailler. Et après, des fois, on avait 2 entraînements par jour. Alors, ma journée était assez chargée, je m'entraînais toujours. Et après, je restais très souvent aussi avec 2 autres coéquipiers après l'entraînement. On travaillait, si c'était technique ou frappe, on travaillait beaucoup. Et par-dessus ça, il y avait aussi quelques matchs amicaux, malgré que je jouais pas à chaque week-end. Pour moi, j'étais très proche de mon rêve, alors je ne pouvais pas le laisser aller. T'as des souvenirs de ton premier match pro, quand on t'annonce que tu vas jouer, ton arrivée au stade, quand tu es rentré, c'est encore clair pour toi ça? Ce qui est clair, c'est seulement quand je suis rentré sur le terrain. Je me rappelle de mon premier match, quand c'était au Standard, à l'extérieur. J'étais avec le groupe pro, Pas mais n'importe quel stade en plus. ouais, ouais, c'était au Standard, ouais, je me rappelle bien. Et après, j'étais 21e, alors j'étais pas sur le banc, j'étais en tribune. Et ça m'a fait un peu mal, Mhm. ça je dois l'avouer. Et après, le prochain match à domicile, je suis sur le banc. Après, je sais pas si je vais rentrer ou pas, mais le match il est compliqué, on perd 1-0. Et le coach, il tente une chance sur moi, parce que je pense que j'ai eu une assez bonne pré-saison aussi avec Gand, je marquais quelques buts. Alors, il a pris sa chance sur moi, et quand je suis rentré, moi, je pensais même pas à marquer un but, ou moi, je voulais rentrer sur le terrain, courir un peu, toucher quelques ballons, et j'étais assez chanceux qu'une balle en retrait en vient vers moi, je frappe et elle rentre. Et après, ce moment-là, c'était que du bonheur. Je réalisais même pas à ce moment-là où j'étais. Je savais pas quoi faire comme célébration. Je courais un peu de tous les sens. Ouais, et c'est ça que je me rappelle. Puis après, tu t'enchaînes les buts, tu mets quasiment une trentaine de buts dans cette période-là en Belgique. Et t'arrives à Lille. Mhm. Les contacts avec Lille, comment ils sont passés?
C'était vers ma dernière année à Gand. Vers la fin de saison, je pense que Luis Campos, il rentre un peu en contact avec mon agent. Après, on parle un peu du projet, que lui, c'est un club ambitieux avec beaucoup de jeunes qui veulent créer un projet. Et pour moi c'était assez bon pour moi. Et Et t'arrives, Ligue 1, Ligue des Champions, champion de France. non, franchement, repenser à ça, c'est exceptionnel. Parce qu'en arrivant ici, champion, Champions League, je pensais pas trop à ça. Moi, ce que je voulais au début, c'était de m'adapter rapidement parce que je suis arrivé assez, assez tard Mhm. en pré-saison, je crois 2 semaines seulement avant que la saison débute. Alors, je voulais m'adapter le plus rapidement possible, apprendre à connaître mes coéquipiers. Mais je pense au fur et à mesure des matchs, on voit qu'on enchaîne les victoires, qu'on est haut en classement. Et je pense qu'arrivé en décembre, on est deuxième, je crois peut-être à 1 point des premiers. Je pense à ce moment-là, on croit que tout est possible, malgré qu'on sait qu'il y a le PSG qui domine la Ligue 1 presque à chaque année. Et franchement, on avait une équipe très costaud, Ah ouais. on défendait très bien, on avait des joueurs à tous les postes. Même les remplaçants qui rentraient, c'était des joueurs qui pouvaient commencer les matchs à chaque week-end. Je pense que c'est ça qui a fait notre force et c'est ça qui nous a beaucoup aidé. Tes débuts au LOSC, c'est pas peut-être ce que tu rêvais le plus. Tu restes une dizaine de matchs, je crois sans marquer, mais tu restes quand même influent sur le match. On sent que tu te crées pas mal d'occasions, etc. C'est ça le fait d'être dans un collectif qui se crée des occasions, qui t'a permis de rester concentré, de pas te dire que t'es pas au niveau peut-être. Mhm. Ouais, bien sûr, parce que malgré que tu marques pas, je pense que le plus important, c'est de se créer des opportunités. Et dans les matchs, même quand je marquais pas, j'avais des opportunités. Et c'était ça le positif. Après, pour moi, c'était de juste continuer à bosser, de travailler sur ce dernier geste pour essayer de trouver le but. Parce qu'après, le reste était là, je me créais des chances, j'arrivais juste pas à mettre au fond. Aujourd'hui, là, ton meilleur souvenir avec le LOSC, ça serait lequel? Si tu devais en retenir un. Alors sur le terrain ou en dehors, peut-être, hein. Le dernier match de la première saison contre Angers, qu'on gagne le titre, bien sûr. Il y a cet enchaînement-là, la fin du match, les célébrations, quand on rentre à Lille, le lendemain, on va en ville avec le bus, on voit tous les supporters. Ça, je pense, c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Être attaquant et marquer des buts, ça a été rapidement une vocation pour toi dans tes premiers ballons que tu as touchés. Ça s'est fait assez naturellement, le fait d'être devant, de vouloir être attaquant et de vouloir marquer des buts. Ouais, pour moi, c'était le seul poste que pour moi que je pouvais jouer. Tu voulais pas défendre, quoi. Non, je voulais pas défendre, moi, je voulais que marquer des buts. Et après, même quand j'étais jeune, j'avais quand même une facilité de marquer des buts et je m'amusais à le faire. Alors, je voulais pas m'arrêter. Quelle part d'instinct tu laisses dans ton jeu? Je m'explique, hein. Est-ce que tu te considères plutôt comme un joueur instinctif ou qui va avoir envie de finaliser des automatismes que tu vas travailler à l'entraînement? Voilà, est-ce que tu veux parfaitement savoir ce qui va se passer dans le match ou tu te laisses quand même une large part d'instinct dans ton jeu? C'est un peu des deux. Mhm. Parce que forcément, à l'entraînement, tu travailles des automatismes, tu travailles avec tes partenaires pour avoir des relations. Mais après, en match, tout peut arriver. Et en match, c'est l'instinct qui parle. Malgré que tu peux travailler 6 à l'entraînement, au match, ça arrive tellement rapidement que t'as pas trop le temps de réfléchir à ce que j'ai fait à l'entraînement. Si ça, c'est l'instinct et d'un coup, tu vas tout seul. Est-ce que tu as un travail d'analyse pendant le match? À savoir, ok, donc là j'ai tant de défenseurs autour de moi, ils jouent comme ça. Est-ce que tu as le temps de faire tout ça ou tu te laisses aller sur la pelouse? Des fois, des fois, je regarde, je vois, j'essaie de regarder en début de match s'ils jouent à 3 derrière ou s'ils jouent à 4, les tendances des défenseurs, s'ils aiment beaucoup décrocher, venir avec l'attaquant, ils restent en retrait. Mais après, quand le match se déroule, tout va tellement rapidement que tu vas avec ce que tu fais naturellement. Dans le très très haut niveau européen, tu peux avoir un Haaland Mhm. qui est dans la boîte et qu'on le voit quand il veut participer au jeu, c'est pas forcément évident.
Et de l'autre côté, tu as un mec qui a gagné un ballon d'or en étant 9, en étant 10, parfois sur les côtés, parfois même 8. Mhm. Tu te rapprocherais de... Je parle de Benzema, Ouais, évidemment, ouais, hein, bien pas de sûr. Vinicius. Tu te rapprocherais de quel type de joueur, toi, en termes d'affinité footballistique? Pour moi, Benzema, Ouais. je préfère beaucoup son jeu aussi. Parce que pour moi, j'aime beaucoup participer au jeu. J'aime beaucoup avoir ces relations, des petites combinaisons, descendre, toucher le ballon. Parce que pour moi, bien sûr, je suis attaquant, je veux toujours marquer. Mais pour moi, c'est très important aussi d'être dans le jeu, me sentir comme si j'ai une influence aussi. Tu peux nous expliquer ce que le coach Fonseca t'apporte au quotidien dans ton évolution au poste d'attaquant? Quand on a commencé, c'était de moi de venir entre les lignes, d'aider aussi les milieux à trouver des lignes de passe pour essayer de combiner. Et aussi, après, ça a un peu changé. Aussi, il veut que je trouve beaucoup plus la profondeur. Après, c'est vraiment trouver ce clic. Ça veut dire, quand le milieu il a le ballon, il lève la tête ou il se tourne vers moi. Ça, c'est le moment que je dois savoir de plus venir en soutien. S'il a l'espace et se tourne vers moi, c'est là que je dois faire un appel en profondeur. Et même si je la reçois pas, ça libère l'espace entre les lignes pour nos milieux. Et après, c'est maintenant l'heure du deuxième mouvement pour d'essayer de trouver une autre course en profondeur quand l'autre joueur a le ballon. Et après, c'est des trucs que forcément je parle pas toujours peut-être au coach Fonseca. Je parle beaucoup aussi à son assistant parce que lui, il aime beaucoup ça, les déplacements d'attaquants. Alors, pendant la semaine, on discute beaucoup. On a aussi beaucoup de vidéos qui me montrent des matchs précédents, de différents joueurs aussi, des petites courses qu'on peut faire. Alors ouais, on parle beaucoup de ça et je pense que sur ce point-là, ça m'aide beaucoup à progresser, à voir qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je peux améliorer et après j'essaie d'appliquer ça en match. Donc, on se dirige plutôt vers un Jonathan David polyvalent et qui doit avoir toutes les caractéristiques possibles d'un attaquant. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Après, ça rend ta tâche très facile comme attaquant pour, euh, pour essayer d'être bon dans tout type d'inspiration de match. Si ça joue bloc bas, si ça joue très haut, il y a beaucoup d'espace en arrière. Après, je sais tout faire. Au-delà du terrain, il est comment le coach au quotidien dans la relation qu'il peut avoir avec les joueurs? Peut-être pas forcément avec toi, mais c'est que... Alors oui, on le connaît très bien parce Mhm. qu'il propose sur le terrain, mais le grand public ne connaît peut-être pas forcément Monsieur Fonseca. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui euh, au quotidien? Franchement, très sympa comme Tu personne. peux dire à des vacheries, hein, il ne gardera pas, hein. Non, il est très sympa. Franchement, on rigole beaucoup avec lui. C'est quelqu'un en dehors du terrain qui se prend pas trop la tête. On peut faire des blagues avec lui, parler un peu de n'importe quoi. Après, pour moi, c'est très bien avoir un coach comme ça qui peut faire la différence entre le terrain et hors du terrain. Et pour l'instant, tout se passe très bien. L'enseignement tactique, tu en as parlé un peu avant, mais tout ce qui est tableau noir, la vidéo, etc., c'est des choses qui t'intéressent. Je sais pas si les attaquants, quand on discute avec des attaquants, ils sont peut-être pas trop au fait de tout ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu t'y intéresses? Est-ce que ça te stimule? Ouais, bien sûr. Je pense que avoir une session vidéo où tu regardes ton match et voir qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu peux améliorer, c'est toujours bon, ça peut qu'amener du positif. Alors pour moi, c'est quelque chose que j'aime et que j'aime faire. Tu revois, toi, personnellement, tes matchs tout seul? Tout seul, je revois pas mes matchs au complet tout seul. D'accord. Les matchs, on les a après chaque match au domaine de Lucien. Alors on le regarde le match tous en groupe, même une ou deux fois tout le match. Mais après, moi, personnellement, je regarde que mes touches à moi. Et après, j'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais faire dans cette situation-là. Et t'as cette capacité d'autocritique? Bien sûr, je pense que moi, je suis mon pire critique. Je pense que Ça donne c'est, quoi quand Jonathan David il regarde ses matchs? ben, moi, personnellement, le joueur que je suis, je déteste perdre le ballon. Même si c'est une passe ou garder le ballon dos au jeu. Alors, même une fois pour moi, j'aime pas ça. Alors,
c'est sûr que quand je regarde un match et je vois que ça arrive, je suis pas content et après j'essaie d'améliorer ça à l'entraînement. Est-ce qu'il y a un défenseur où tu t'es dit, lui, il est vraiment chiant à jouer? Dès les premiers contacts, je vais galérer à jouer contre lui. Est-ce que tu as un nom qui te. Alors que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou peut-être en Belgique, hein? De ce que je me rappelle en Belgique, un défenseur que j'aimais pas jouer, c'était contre Van Damme. Je l'ai pas rencontré beaucoup de fois. Peut-être, C'est pas Jean-Claude, hein. non, non. Peut-être je l'ai rencontré une ou deux fois, Ouais. mais contre lui, c'était très difficile parce que c'est un défenseur costaud qui ne lâchait pas. Il anticipait tout en profondeur. Il était déjà à 5 mètres de toi quand tu voulais faire la course. Après, quand tu reçois le ballon entre les lignes, il est collé derrière toi. Alors, ouais, j'aimais pas. C'était très difficile contre lui, mais après, ça m'a servi pour le futur. Est-ce que la saison en tant que second neuf, entre guillemets, avec, voire même ailier, dans la période quand tu étais champion de France, avec un homme, Burak Yılmaz, ça Mhm. t'a. Alors peut-être, t'as peut-être passé le recul là-dessus, mais ça t'a rendu encore plus fort comme attaquant. Et est-ce que tu peux nous raconter la relation que tu as eue avec ce joueur qui nous a tous marqués, forcément, Ouais, de par le joueur qu'il était, de par ce qu'il dégageait dans son attitude, etc., pendant cette saison qui a mené au titre? ouais. Franchement, on avait une très bonne relation. On s'entendait très bien sur et hors dehors du terrain. Et après, il me donnait beaucoup de conseils. Il me conseillait beaucoup, des fois, sur le dernier geste ou de juste rester calme dans les situations, entre les lignes aussi. Alors, on parlait beaucoup de ça. Et après, je pense que jouer derrière lui m'a beaucoup appris parce que en jouant avec lui, c'est sûr que tu vas finir par regarder son jeu. Et après, ça m'a aidé pour que, à mon tour, je suis beaucoup plus prêt et j'essaie aussi de prendre quelques repères dans ce qu'il faisait. On va terminer avec forcément le Canada. Tu as disputé ta première Coupe du Monde. C'était donc en 2022. Est-ce que Mhm. là, si je te dis Coupe du Monde 2022, tu penses à quoi tout de suite? Moi, je pense à la déception. Ah oui, d'accord, c'est même Ouais, pas le fait d'avoir joué le premier match, la musique, c'est vraiment, t'as de la déception quand tu ouais, penses à cette parce Coupe du que Monde. bien sûr, c'était notre première Coupe du Monde Mhm. et la façon qu'on s'est qualifié en terminant premier et après tant d'années qu'on ne s'est pas qualifié, c'est sûr que c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais en revenant pour parler de la Coupe du Monde, l'ensemble des trois matchs, pour moi, ouais, c'est une déception. Parce qu'à mon avis, on aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait. Et moi aussi, sur le plan personnel, je pense que j'ai pas été à mon meilleur niveau. Et c'est pour ça que je dis ça. C'est fort parce que un jeune joueur comme toi qui va disputer sa première Coupe du Monde peut être dans l'ultra émotion. Est-ce que ça a peut-être été le cas? Non, je pense pas. Je pense que On a le c'est temps de sûr. profiter de l'événement quand on arrive comme ça sur cette première Coupe du Monde. On a un jeune joueur, ça fait pas longtemps que t'es au très haut niveau. Est-ce que tu as le temps de profiter justement de l'événement Coupe du Monde? Je pense que tu profites. Parce qu'en arrivant là, pour moi, c'était une première. Tu arrives à l'hôtel, tu vois, il y a partout les drapeaux du Canada, il y a la sécurité, il y a un hôtel qu'à toi, un centre d'entraînement qu'à toi. Ah, tu réalises le moment que c'est un moment spécial, que ce qui se passe, c'est pas à chaque jour, c'est sûr, tu as le moment d'apprécier. Mais avec le recul, le temps que j'ai après la Coupe du Monde pour réfléchir à ça, ouais, pour moi, c'est une déception. Quel match te laisse le plus de regrets? Dans une poule compliquée, hein. On va pas se le Ouais, cacher, mais est-ce qu'il y a un match en particulier, une action, une situation qui te laisse plus de regrets que les autres sur moi, cette je Coupe du pense Monde? que c'est le premier match face à la Belgique. Parce que je pense que c'est le match qu'on a créé le plus de situations et peut-être le match qu'on aurait peut-être dû gagner. Et après, si on gagne ce match-là, ça change complètement peut-être notre façon de jouer, comment on rentre dans ce deuxième et même troisième match. Est-ce que tu peux nous raconter, à l'image de tout à l'heure ce qu'on a dit sur Fonseca, un peu le travail de ton sélectionneur? Parce que le Canada, avec, oui, on l'a dit, petite nation, pas de grandes stars à toutes les Mhm, lignes, mais un jeu qui a. Alors pour ceux qui ont découvert un peu le Canada un peu avant, on savait à quoi s'attendre, mais pour le grand public, c'est dit, ça joue. Ça mhm. joue au Canada. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton sélectionneur? Ouais, bien sûr. C'est quelqu'un de très passionné de ce qu'il fait. Déjà parce que je sais qu'il travaille très dur. Si c'est sur les adversaires ou sur notre équipe, savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
Et après, dans tous les matchs, il veut toujours qu'on soit courageux parce qu'il sait qu'on a la qualité de jouer. Alors, comme le coach ici, il dit, il faut jouer parce que si on joue pas, on va faire que défendre. Et personne aime forcément défendre pendant 70 minutes d'un match. Puis contre la Belgique, la Croatie, tu te feras avoir quoi qu'il arrive. Ouais, c'est sûr. Alors, si à un moment où on sent c'est un peu notre moment fort, faut prendre l'opportunité, faut commencer à jouer, à faire tourner un peu, comme ça nous laisse le temps de respirer à nous et aussi de se créer des opportunités. Il fait cet effort de te mettre dans les mêmes conditions que le club en sélection ou pas? Dans quel sens? Sur le terrain, tactiquement, dans ce qu'il va te demander. Est-ce il te demande pas d'être un autre joueur quand tu arrives en sélection? Non, je dirais pas un autre joueur. Des fois, il y a des rôles un peu différents. Parce que malgré que je joue neuf en sélection et en club, après, la demande, elle est un peu différente. On va dire, en Coupe du Monde, le coach, il me demandait de venir comme un deuxième numéro 10, alors qu'en club, c'est pas moi de redescendre parce qu'on a déjà deux 10 en place. Alors, c'est surtout à moi, si je veux redescendre, bien sûr, mais après, c'est surtout à moi d'essayer de trouver les espaces pour faire la course en profondeur, pour essayer de trouver la différence et marquer le but. La Coupe du Monde 2026, est-ce que c'est déjà dans un coin de ta tête? On va le rappeler qu'il sera organisé en partie au Canada. Ouais, bien sûr, tout à fait. Je pense que c'est toujours l'important, c'est toujours de progresser. On a là une Coupe du Monde, on a eu de bonnes performances malgré qu'on n'a pas gagné un match. Mais je pense après, c'est de progresser sur les points qu'on a ratés en Coupe du Monde pour que à la venue de la prochaine Coupe du Monde en 2026, qu'on peut montrer un autre visage, un meilleur visage du Canada. À titre personnel, tu es heureux que cette Coupe du Monde arrive dans ton pays parce qu'on sait que le foot se développe de plus en plus. Est-ce que ça va mettre un vrai coup de boost? Est-ce que tu t'en rends compte déjà, de par 2022 et de par l'organisation 2026, que le football est en pleine, le soccer est en pleine progression au pays? Ouais, tout à fait. Je pense qu'avec nos qualifications en 2022, je pense on a mis beaucoup d'œil sur nous, sur le football canadien. Et le monde commence à voir que on peut jouer au Canada, il y a des bons joueurs qui savent jouer. Et après, je pense que jouer en 2026, ça va être exceptionnel parce que jouer chez soi avec son public, avoir nos familles, nos amis en tribune, il n'y a rien de mieux, franchement. Il y a Jonathan David, il y a Alphonso Davies, vous êtes là un peu les deux porte-étendard du foot canadien. Est-ce qu'aujourd'hui tu te rends compte que tu peux et tu es sûrement un modèle pour les petits au pays? Tu te rends compte quand tu rentres, etc., que vous deux, vous êtes vraiment les... Alors que tu es tout jeune, même Alfonso est un très jeune joueur, que vous incarnez ce porte-étendard du football canadien? Ouais, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je réalise. Plus de photos, plus de selfies. Ouais, bien sûr. Il y a 2 ans, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Après, c'est sûr que quand je retourne chez moi pendant l'été ou aux vacances de Noël, il y a beaucoup plus de personnes qui m'approchent, qui me saluent, qui veulent me féliciter ou même me demander des conseils. Alors c'est sûr que à ce moment-là, je réalise que je suis un peu un modèle pour eux et c'est à moi de montrer l'exemple. Pour moi, si je remporterais une Coupe du Monde avec le Canada, pour moi, ce serait, je pense, le plus haut que je pourrais aller dans ma carrière. Il y a un club qui te fait rêver? Ouais, pour moi, mon club de cœur a toujours été le Barça. Le Barça. Bah, peut-être pour devenir le prochain grand attaquant du Barça. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir Merci à passé vous. ce moment. J'espère que tu as passé un moment et on te souhaite plein de bonnes choses dans ta fin de saison. Merci.